Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction l'Est de la France, en Moselle, au cœur du diocèse de Metz, un territoire marqué par son histoire, sa position européenne et une organisation ecclésiale originale. Au programme, une plongée dans le régime concordataire et les conseils de fabrique et un éclairage sur la figure spirituelle et politique de Robert Schuman. Quelques mots sur la Moselle pour commencer, un département ouvert sur l'Europe et particulièrement marqué par l'attractivité du Luxembourg qui rayonne sur les villes de Thionville ou de Metz. Autre particularité notable, la Moselle est soumise au régime du Concordat signé au début du XIXe siècle et bénéficie d'un droit local spécifique, héritage de l'occupation allemande. Le département continue de souffrir de la désindustrialisation et de nouvelles crises ont frappé la sidérurgie lorraine l'année dernière. La Moselle est davantage touchée par la pauvreté que le reste du Grand Est, puisqu'environ 15 à 16% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, particulièrement dans les anciennes zones industrielles comme le bassin houiller, Forbach ou bien encore la vallée de la Fensch. Pour parler du diocèse de Metz, je reçois son évêque, Monseigneur Philippe Ballot. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je viens de faire une rapide présentation de la Moselle. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter, vous aussi, les caractéristiques de l'Église catholique en Moselle ? Eh bien, c'est une église qui à la fois est unie, puisqu'il y a la réalité du Concordat, et puis en même temps très diverse. Vous avez la campagne au cœur de la Moselle, vous avez les anciens charbonnages, vous avez la sidérurgie, le Luxembourg avec la grande finance qui attire, l'Allemagne qui est tout près. Donc, c'est à la fois des régions très diverses, et il faut accompagner. Vous allez jusque dans les Vosges, quand on est à l'Est. Et donc, il y a une unité qui est réelle, de par l'histoire, aussi, vous l'avez rappelé, et puis une diversité qui fait qu'il y a une capacité d'accueil qui est très grande. Et quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Philippe Ballot, vous êtes donc archevêque et évêque de Metz depuis 2022. Né en 1956 à Vesoul, en Haute-Saône, vous êtes fils d'agriculteur et c'est en Franche-Comté que vous avez grandi. C'est pour le diocèse de Besançon que vous avez été ordonné prêtre en 1985, en ayant vécu 2 années de coopération en République centrafricaine. Après le premier cycle au séminaire, vous étiez vicaire général de l'archidiocèse de Besançon de 2004 à 2009, quand le pape Benoît XVI vous a appelé à devenir évêque. Et c'est comme archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et Tarentaise que vous avez d'abord exercé votre ministère épiscopal de 2009 à 2022. Je mentionne aussi votre mission d'administrateur apostolique de Strasbourg de 2023 à 2024 et encore aujourd'hui du diocèse de Verdun en attendant l'installation de son évêque récemment nommé Monseigneur de Metz-Noblat. Votre devise épiscopale, elle vient de la lettre de saint Paul aux Romains, au chapitre 5, « L'espérance ne déçoit pas ». Monseigneur Philippe Ballot, être administrateur de diocèses voisins comme Strasbourg ou Verdun, est-ce que c'est une épreuve ou est-ce que c'est aussi une chance pour vivre autrement la communion entre églises locales ? Eh bien, paradoxalement, c'est une chance. Dans les deux situations, c'était une difficulté qui était vécue par l'un et l'autre diocèse. Il fallait s'épauler, se soutenir, et c'est ce qui s'est fait. Avec les personnes d'un côté comme de l'autre, et à Metz, qui disent, eh bien, on va s'entraider, on va se rendre des services. Et puis, avec les gens, quand j'étais à Strasbourg, je suis à Verdun, et à Metz, qui disent « on prie pour vous, parce que ça doit être un petit peu lourd ». Mais je dis « oui, mais ça l'est moins du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent collaborer. » Et dans les deux cas, eh bien, j'ai essayé à Strasbourg, et je le fais à Verdun. On reste dans une dynamique, et on voit que c'était 3 églises qui, en fait, se sont soutenues et continuent des collaborations. Ce que j'allais dire, c'est quoi les conséquences et peut-être les fruits de telle période ? Eh bien, on se connaît mieux, puisqu'on se rencontre. Les services ont eu à travailler ensemble à certains moments. Les soucis pastoraux eh bien, se ressemblent et on les partage, ce qui fait qu'on se sent de la famille. Et quand j'étais à Strasbourg, eh bien, Metz nous est proche, et nous, Strasbourg nous est proche. Et encore maintenant, il y a des collaborations qui se font, on se rend service, on se questionne. Et de la même façon, pour Verdun,
Alors, je le disais en introduction, en Moselle, le régime concordataire, qui relève du droit local alsacien-mosellan, encadre toujours les relations entre l'État et les cultes reconnus. Hérité du concordat, ce statut unique en France organise notamment la gestion des paroisses et de leurs biens. Les conseils de fabrique des établissements publics du culte chargés de la gestion matérielle et financière des paroisses catholiques y jouent un rôle central, puisque communes et paroisses doivent y travailler en lien étroit. Nous avons assisté à un conseil de fabrique pour tenter d'en comprendre les spécificités. C'est un reportage de Guillaume Cross. À Delmes, le régime du concordat rythme la vie locale. Pascal, laïc en mission ecclésiale, est rémunéré par l'État au même titre que les prêtres. Nous sommes nommés, les laïcs en mission, nous sommes nommés pour un temps complet, 35 heures par semaine, avec différentes missions. Le diocèse est redécoupé en archiprêtrés, c'est un ensemble de paroisses. Il y en a 38 sur Delmes. Au centre culturel, la vie pastorale rassemble tous les membres des conseils de fabrique de l'archiprêtrie pour un échange de bonnes pratiques. Le conseil de fabrique, c'est quand même une structure qui a été faite pour l'Église et qui va permettre à la paroisse de s'intégrer dans les règles de droit de la société. Le maire de Lucie, Joël Pirard, est venu participer au débat. Des échanges, c'est toujours constructif parce que je suppose que tous les conseils fabriques ne fonctionnent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas les mêmes idées, n'ont pas les mêmes convictions. Voilà, donc je pense que c'est un moment d'échange qui est important. D'échanger comment fonctionnent les communes, comment fonctionnent les budgets, qu'est-ce qu'on fait pour les églises, qu'est-ce qu'on répare, la répartition des coûts et le soutien surtout des mairies est très important envers les conseils de fabrique. Pour la conservation de l'église de Lucie, la commune s'est portée garante des travaux de rénovation. C'est la commune en fait qui a entrepris les démarches de rénovation, donc avec l'assurance qui a pris une partie des travaux en charge, et puis après c'est une demande de subvention donc aux collectivités territoriales. Le peu de bénéfices qu'on fait sur une année, même en s'engageant, c'est surtout pour les frais de fonctionnement, électricité, chauffage. Il faut chauffer quand même à chaque fois, et si on ne chauffe pas, même quand il n'y a pas de messe, ça se dégrade, ça prend l'humidité et ça finit par se dégrader. A contrario, le maire de Liaucourt n'a pas pu compter sur l'appui de sa commune. Il s'est résigné à employer d'autres méthodes. On a établi une sorte de concordat, si je peux dire, entre nous et le conseil de fabrique, c'est-à-dire que nous on portait le projet, par contre en termes de financement, il fallait que la commune soit le moins impactée possible. Il a fallu aller frapper à beaucoup de portes, et quand les portes fermaient, il a fallu passer par les fenêtres, et on a réussi à financer ce projet-là par de la subvention, par du don. On a fait également du mécénat. Nous avons étalé les travaux sur 10 ans, parce que malheureusement il faut ce temps-là pour y arriver. Spécificité du droit local alsacien-mosellan, les conseils de fabrique demeurent un lieu original de coopération entre l'Église et la commune pour gérer matériellement et financièrement les paroisses catholiques. On a vu un peu la spécificité de ces conseils de fabrique. Comment est-ce que le régime concordataire influence la mission de l'Église au quotidien ? Assez facilement, on le comprend parce que dans le mot concordat, il y a le mot concorde. Convention, accord, discussion, souci de porter ensemble le bien commun. Et donc, on échange beaucoup avec les maires, avec les conseillers départementaux, le président du conseil départemental, et même, bien sûr, le préfet. Ce qui veut dire que l'ambiance générale, elle est à travailler ensemble, en se distinguant. Mais on dit plutôt, on se distingue qu'on se sépare. Vous savez, quand on dit on se sépare, au bout d'un moment, on peut créer une ambiance de séparation, de séparatisme. Et là, on s'attelle ensemble. Et là, l'exemple que vous avez donné, les conseils de fabrique, c'est tout à fait cela. Il y a le maire, il y a le curé, il y a quelques personnes. Et ensemble, ils ont le souci de leur église, du presbytère. Le conseil de fabrique possède quelques autres bâtiments, ils en ont le souci aussi. Ce qui fait que les maires, tout naturellement, ont la ligne budgétaire qui correspond à l'église. Ce qu'on n'a pas nécessairement quand on est dans les autres diocèses de France. C'est tout naturel. Alors très concrètement, ça veut dire que chaque fois que je vais dans une paroisse, un village, le maire est là, des conseillers sont là, on m'accueille, un petit mot est dit. Si j'ai une question qui m'interroge sur telle ou telle situation sociale, eh bien, on en parle. Le souci de la solidarité, de n'oublier personne. On a Caritas,
Moselle, c'est-à-dire un organisme de solidarité typiquement mosellan. On avait fait un reportage sur Caritas Moselle il y a 2 ans, la dernière fois. Eh bien oui, dans le pays de Bitche, où il y avait un besoin de permettre aux personnes de pouvoir se déplacer, des gens étant trop seuls, eh bien c'est Caritas qui l'a fait. Et les collectivités ont été là, on dit mais c'est un besoin, merci de l'assurer, et ils l'assurent avec nous. Les conseils de fabrique témoignent d'une co-responsabilité entre élus et paroissiens. Alors ma question va être peut-être un peu originale. Est-ce que c'est aussi une manière concrète de vivre la synodalité ? Mais exactement. Mais vous avez tout à fait raison, vous avez bien saisi. C'est-à-dire que c'est une synodalité, on pourrait dire, hors les murs. C'est pas simplement l'Église qui est en synodalité, non. On est vraiment dans l'optique, et depuis toujours, du pape François, qui disait il faut voir avec qui on marche, il faut marcher avec le plus de monde possible. Eh bien, c'est le cas. Et c'est une forme de synodalité et qui porte beaucoup de fruits parce que, je vous dis, ça crée un état d'esprit, une ambiance qui fait qu'on est plus prêt à échanger qu'à s'opposer. Alors, à s'accueillir qu'à s'invectiver. Comment est-ce que cette façon de marcher ensemble, la synodalité, se traduit concrètement dans la vie du diocèse ? Eh bien, l'ensemble des activités qui sont faites, on essaie de les faire le plus possible en informant, en associant les personnes. Vous voyez, le mot qu'il faut garder en tête, c'est le mot « associer ». Vous voyez, ces conseils de fabrique, ils se posent la question... qui va-t-on trouver pour nous succéder ? Il dit, mauvaise question. Parce que quand vous vous posez cette question, vous voulez mettre quelqu'un dans votre manière de comprendre. Or, dès maintenant, associez les plus jeunes. Associez les plus jeunes à ce que vous faites. Et j'ai un exemple très concret. Un jeune a été associé au conseil de fabrique à 18 ans, il était majeur. Il s'est intéressé, il était servant d'hôtel. Il est devenu ensuite le président du conseil de fabrique. Et puis, il y a 2 ans, il dit « Mais je me demande si je ne suis pas appelé à devenir prêtre. » Donc, ce sont aussi des lieux vocationnels. C'est bien pour cela. On dira la même chose quand il s'agit de la pastorale des catéchumènes, de l'enseignement catholique, de la réalité de solidarité. On fait ensemble et on associe. Et c'est un enjeu immense pour les néophytes, ceux qui viennent d'être baptisés. La manière de les accueillir, c'est simplement de les associer à ce que nous faisons. Vous avez aussi mis en place en Moselle des visites pastorales sous une forme originale, spécifique, sous la forme de visitation. Quelle est la grâce particulière, j'allais dire spirituelle, de ces rencontres de terrain ? On pourrait dire qu'elle est synodale, dans le sens où tous les ans, donc elle est régulière. Je vais 2 jours dans ces circonscriptions, il y en a 9, et ce sont les prêtres, avec les laïcs, qui font le programme. Et ils voient ce sur quoi ils voudraient qu'on puisse échanger. Les personnes que je dois visiter, les réalités humaines que je dois connaître davantage. Et suivant le lieu où je me trouve, on va dire la circonscription, si je suis le Nord, près de Thionville, c'est le transfrontalier qui va par exemple se questionner. Si je vais du côté de Bitche que je citais, c'est la question plutôt du rural et de la montagne. Si je suis à Metz, eh bien, ça va être la métropole et ce qui est en train de se construire, entre autres un grand hôpital. Donc ça se traduit par un état d'esprit, là aussi, qui est le même que celui de Marie quand elle va voir Élisabeth. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Tu vas vivre un événement unique qui est la naissance de Jean-Baptiste. Et moi aussi, je suis enceinte. » Elle ne va pas simplement l'aider techniquement. Sûrement qu'il y a des aspects de ce type. Mais elle dit « Nous sommes en train de vivre un événement et nous nous soutenons. » Eh bien, les visitations, c'est cela aussi. On sent que l'Église, en Moselle, comme dans toute la France, bouge, que la société change, et donc ensemble, nous portons cet événement. On va parler d'une des figures importantes du diocèse de Metz, Robert Schuman, qui est surtout connu comme l'un des pères fondateurs de l'Europe et comme une figure majeure de la réconciliation franco-allemande. Mais derrière l'homme politique, vous le savez peut-être, se trouve un catholique profondément engagé. À Sichazel, sur les hauteurs de Metz, sa maison, aujourd'hui transformée en musée, témoigne encore de cette dimension essentielle de sa vie. Robert Schuman y priait quotidiennement dans la chapelle attenante à sa demeure, illustrant la place centrale de la foi dans son existence. Le père Grégoire Corneloup, président de l'Institut Saint-Benoît, évoque à ce sujet
l'héritage à la fois politique et spirituel laissé par Robert Schuman. Alors Robert Schuman, il a été reconnu vénérable par le pape François, certainement parce que c'est un chrétien engagé en politique qui a vécu dans toutes les dimensions de sa vie, sa foi chrétienne. Ce qu'on voit avec Robert Schuman, c'est qu'il y a une dimension d'unité de vie. Voilà. C'est le même à l'intérieur, c'est le même à l'extérieur. C'est un homme des frontières. Donc en tant qu'homme des frontières, en fait, il a cette connaissance des voisins qui lui permet de ne pas regarder l'autre de manière hautaine ou agressive, évidemment, mais au contraire en voyant les qualités des autres. Dans la chapelle des Sœurs, il reste le prie-dieu où Robert Schuman priait. C'est un lieu symbolique, en fait, pour bien manifester que sa vie publique prenait sa source à genoux dans la prière, dans le chapelet et dans la messe. Je pense que pour le monde d'aujourd'hui, Robert Schuman, il est inspirant dans sa façon d'être, avant même d'avoir créé une institution qui est l'Europe. Si chacun commence à vivre de cette simplicité, de cette intégrité, de ce respect de l'adversaire, de cette volonté d'avancer pour le bien commun, alors dans tous les conflits qu'on a dans le monde, il y a des choses qui vont se créer. Robert Schuman était un homme de pont. Pour créer des ponts, c'était vrai dans sa relation avec même des adversaires politiques. Dans les conflits, spécialement les conflits armés qu'on a aujourd'hui, s'il y avait cette écoute, certainement que le monde serait meilleur. On entend cette très belle figure de Robert Schuman où foi et engagement politique étaient profondément unis. Est-ce qu'on peut dire qu'il incarne une forme de sainteté laïque engagée dans la vie publique ? Et bien sûr, car il a pensé à un moment donné devenir prêtre. Et c'est son évêque, son accompagnateur spirituel qui lui dit non, tu es tellement donné aux autres qu'il faut que tu continues dans cette direction. C'est la forme éminente de la charité dont parlait Benoît XVI. Eh bien, exactement. Et on lui a dit, on a besoin de saints en veston, sous-entendu, pas simplement en soutane. Et il a accueilli cette demande, et ça se traduit même dans son style de vie, on vient de l'entendre, et par le fait même qu'il est resté célibataire, totalement donné, et que c'est vraiment sa foi, sa pratique quotidienne de l'Eucharistie, de la messe, qui explique qu'il ait été si disponible à tout ce que le Seigneur pouvait mettre sur son chemin, et entre autres, exercer différentes responsabilités politiques, avec ce désir de la réconciliation franco-allemande et de dire il faut commencer par des petites solidarités de fait qui petit à petit vont s'étendre. Un message qui est plus que jamais d'actualité. 70 catéchumènes, Monseigneur Philippe Ballot, ont été baptisés il y a 3 ans et 200 cette année. Quel appel est-ce que vous voudriez lancer à ces nouveaux baptisés ? Ces nouveaux baptisés nous disent on a vu que vous étiez toujours là. Quand on me dit, on n'y est pour rien, mais je dis, bien sûr que si, vous êtes pour quelque chose. Vous êtes là. Donc ils viennent vers vous, ils viennent dans nos églises et ils nous disent, quelque chose s'est passé dans ma vie, j'ai découvert une présence, celle du Christ, celle de Dieu, continuez de m'accompagner. Ils ne disent pas, il faut qu'on soit bien accueillis, tout dit, accompagnez-nous, montrez-nous, aidez-nous à nous rapprocher de Dieu. Et on s'aperçoit que l'augmentation est exponentielle. J'avais un prêtre, il y a 2 jours, qui me dit, écoutez, l'année dernière, j'en avais 14, entre 20 et 30 ans. Et puis cette année, j'en ai 17. Et ça augmente. Et c'est 14 de l'an dernier, parce qu'il est dans une démarche de la conversion pastorale, pasteur selon mon cœur, il les a mis dans le coup et il dit, c'est eux qui, tranquillement, prennent en charge la paroisse, avec les anciens qui sont là, qui soutiennent. Il y a quelque chose de familial. Vous insistez aussi sur le développement d'une culture vocationnelle. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour une paroisse, cette culture vocationnelle ? Ça veut dire que toute la pastorale, quelle que soit cette pastorale, qu'on soit dans la solidarité, qu'on soit plutôt dans des groupes de prière, que l'on soit dans la catéchèse, dans le catéchuménat, que l'on soit dans l'enseignement catholique, doit être accompagné par une question. Parce que je me rapproche du Christ, parce qu'il prend une place dans ma vie, qu'attend-il de moi ? Que veux-tu que je fasse ? Et pour les plus jeunes, c'est de dire, quel choix suis-je amené à porter ? Qu'est-ce que je dois faire comme... Et il faut qu'il y ait une diversité des vocations, que
on échange les uns avec les autres de telle sorte que eh bien, ceux qui sont appelés à devenir prêtres puissent le dire et le deviennent, diacres, religieux, religieuses, vierges consacrées, moniales, laïcs engagés dans le mariage ou laïcs consacrés, célibataires. Tout cela, il faut que ça soit dans un climat, dans une atmosphère qui fait que c'est toujours cette question-là qui est présente et on échange sur cette question. Seigneur, que veux-tu que je fasse de ma vie ? Ben oui, c'est ça. Alors, on va passer maintenant aux questions de terrain, Monseigneur Philippe Ballot. Et la première question, elle nous vient du maire de Laneuveville, en Saunois, Gilles Etienne. Bonjour Monseigneur, j'ai une question à vous poser. Que pensez-vous faire pour redynamiser l'église ? Moi, dans mon village, sur 300 habitants, j'ai plus qu'une dizaine de personnes qui viennent à la messe tous les dimanches. Enfin, tous les dimanches, lorsqu'il y a une messe chez moi. Dans ma paroisse, on a à peu près 4 messes par an. Il nous manque beaucoup de prêtres. Que pensez-vous faire pour cela aussi ? Et je vous remercie pour vos réponses. Oui, c'est une question qui se pose dans tous les villages qui sont petits et qui ont une église et qui y tiennent. La réponse, c'est continuer d'aller dans les églises. Ouvrez les églises, que les personnes puissent y venir, qu'ensemble, on puisse discuter avec le maire pour voir qu'est-ce que l'on peut y vivre, l'habiter, pas simplement quand il y a une messe, mais en dehors de la messe. Les groupes de prière, mais aussi une exposition qui peut être mise, une crèche qui est faite, et on invite les habitants à venir. On permet aux enfants de l'école de venir la visiter, la découvrir. Donc il y a des tas d'idées pour que l'on ne soit pas pris simplement par l'église existe que s'il y a la messe. Non, elle a été construite d'ailleurs, pas simplement pour les célébrations, pour que les gens y soient et qu'ils puissent se réapproprier leur église. Ben pour qu'ils se réapproprient leur église, il faut les ouvrir. On écoute la question de Marie-Paul de l'église Saint-Simon et Saint-Jude de Metz. Bonjour Monseigneur, comment en tant que chrétien manifester notre proximité à toute forme de précarité que l'on rencontre à Metz tous les jours ? Oui, et cette question est importante. Et à Saint-Simon et Saint-Jude, c'est une église qui accueille régulièrement des personnes qui sont dans la pauvreté, qui sont dans la rue. Il y a à Metz l'équipe de rue qui, chaque semaine, va dans la rue, rencontre les personnes qui sont mendiantes, qui attendent, elle parle avec eux. Il y a une écoute. Elles peuvent être jointes régulièrement, chaque semaine, tous les jours. Et puis, il y a le Secours catholique qui fait un gros travail, la Caritas avec le vestiaire, et puis Carré Bout de Chou pour les petits, qui est aussi une dynamique. Et comme dit cette dame, c'est-à-dire il ne faut à aucun moment limiter les liens, les contacts, y compris avec une dimension spirituelle, parce que les personnes qui sont dans la rue aiment aussi qu'on puisse prier avec elles. Et ça se fait à Saint-Simon et Saint-Jude. On a une dernière question de Monique, qui est bénévole à la cathédrale de Metz. Oui, je connais bien. Bonjour Monseigneur. Je souhaite savoir quel lien avez-vous avec vos paroissiens et surtout vos fidèles. Merci. Je connais bien Monique, puisqu'elle était à la cathédrale. Le lien, c'est ce qui est attendu énormément aujourd'hui. C'est que les personnes souhaitent que... La proximité de la relation. Oui, la proximité est une proximité simple, humble. Alors, je l'exprime par de nombreuses visites sur le terrain, des villages, les visitations, les confirmations, les inaugurations, les consécrations d'hôtels. J'ai fait plus d'une dizaine de consécrations d'hôtels. Et je vois que si, à la fin de la messe, je suis là, je reste. Si, dans la manière d'accueillir, il y a un peu d'humour, si, dans l'homélie, je peux citer quelques exemples très concrets que j'ai vécus, si je vais rencontrer des personnes dans une ferme, dans une usine, eh bien, on sent que cette proximité, elle est perçue, elle est reconnue, et puis ça stimule et ça aide. Alors, c'est une proximité, j'allais dire, qui doit être naturelle, spontanée, immédiate. C'est-à-dire qu'il faut, dans le rapport que l'on a avec les personnes chaque jour,
d'être dans cette simplicité et cette proximité. C'est ce qui se passe en ce moment à l'évêché, où il y a des travaux qui se font avec les ouvriers, par exemple, qui y travaillent. Un dernier mot, à la fin de cette émission, on arrive déjà dans la dernière minute. Votre devise épiscopale est « L'espérance ne déçoit pas ». Dans le contexte actuel, quel signe d'espérance est-ce que vous souhaitez particulièrement transmettre aux catholiques de Moselle ? Les catéchumènes qui arrivent, et puis cette capacité que l'on a en Moselle, en raison de notre histoire, de dire la paix est possible, la paix est une réalité, puisque nous la vivons entre Français et Allemands sur une terre qui a été désolée par les guerres et les annexions. La paix est possible. Merci beaucoup, Monseigneur Philippe Ballot, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Metz, rendez-vous sur le site internet metz.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto-tv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine.